Nous allons donc commencer. Je m'excuse pour ce retard au démarrage. Donc j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Noël Jeannet, qui est le président des rendez-vous de l'histoire du Festival de Blois et en même temps le producteur de l'émission bien connue Concordance des temps sur France Culture. Je suis certain que certains d'entre vous écoutent cette émission fidèlement. Le Festival Histoire et Cité, dont c'est la deuxième édition, ne serait sans doute pas né s'il n'existait pas les rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est un grand festival d'histoire créé il y a plus de 18 ans, je crois maintenant, à l'initiative de Jack Lang, et dont j'accueille d'ailleurs le directeur qui est également présent ici, Francis Chevrier, que je remercie d'être venu, et puis aussi d'avoir, avec Jean-Noël Jeannet, patronné d'une certaine façon cette édition genevoise, qui est non pas une simple déclinaison, bien sûr, des rendez-vous de l'histoire de Blois, qui était un festival bien installé dans le paysage, mais qui, lui-même, quand même, s'en inspire beaucoup. Donc, je tiens d'ailleurs à remercier une fois de plus les animateurs de ce festival, son président, son directeur, de nous avoir donc permis d'organiser, ou en tout cas laisser organiser à Genève un festival du même genre. Jean-Noël Jeannet n'est pas seulement le président d'un grand festival et un producteur de radio, c'est tout d'abord et avant tout un historien, et c'est aussi en cette qualité que nous le faisons intervenir aujourd'hui à Genève. C'est un grand spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France au XXe siècle. Et je trouve que ses travaux ont toujours été particulièrement innovants. Il a été l'un des premiers, ou peut-être même le premier, je ne sais pas, à s'intéresser, à ouvrir un nouveau pan, un nouveau champ d'études à la réflexion historique, l'histoire des médias. Et son ouvrage, intitulé « Une histoire des médias des origines à nos jours », fait toujours autorité dans le monde académique des historiens, en tout cas en histoire contemporaine. Jean-Noël Jeannet, par ailleurs, un homme de grande culture, il s'est aussi plongé dans l'action, puisqu'il a été, vous le savez peut-être, président de Radio France dans les années 1980, ancien secrétaire d'État en France, bien sûr, dans les années 90, président de la Bibliothèque nationale de France dans les années 2000, et j'en passe. Il n'hésite pas, par ailleurs, à intervenir dans le débat public, croiser le fer, puisqu'il a rédigé également un ouvrage dont il sera sans doute question ici, qui est une sorte de dénonciation de la mainmise des grandes entreprises internationales, mondialisées, sur l'édition numérique. Et il en a fait un livre qui s'appelle « Quand Google défie l'Europe, plaidoyer pour un sursaut » il y a quelques années. Ce livre a été traduit d'ailleurs en nombreuses langues. Donc c'est pour moi un grand plaisir, une fois de plus, d'accueillir à Genève Jean-Noël Jeannet pour cette conférence. Les médias peuvent-ils être libres ? Mesdames et messieurs, je me réjouis de vous retrouver pour la seconde fois, et je me réjouis de le faire sous les auspices de mon cher ami, le professeur Pierre-François Souiry, et de son équipe. On ne peut pas être mieux accueilli que nous le sommes ici. Je le dis en effet au nom de Francis Chevrier et au mien propre. Nous sommes très heureux de ce lien qui s'est établi d'entrée de jeu entre votre belle initiative, ce beau festival, et le nôtre, qui avait en effet l'avantage de l'antériorité, mais qui ne se haussait pas du col le moindrement par rapport à ce que vous faites ici, et qui me paraît de très grande importance. Ce qui témoigne qu'en Suisse comme en France, il y a un appétit d'histoire qui est digne d'intérêt et qui est très frappant, et qui prouve, je crois, que pour beaucoup de citoyens de votre pays et du nôtre, l'idée qu'on réfléchit à ce qui a été, qu'on essaye de considérer les rythmes, les ressorts, les répétitions éventuelles du passé des hommes peut éclairer nos comportements civiques. Et je vous assure, sans entrer du tout dans la conjoncture politique française, qu'actuellement, on a beaucoup besoin de réflexion civique. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler, puisque vous avez souhaité que je pose la grande question dans le cadre de votre thématique de cette édition, la liberté possible ou non des médias. L'actualité m'aurait permis de faire un point de départ assez naturel, du côté par exemple d'outre-Atlantique,
avec ces grands débats autour du président Trump, les faits alternatifs, suivant la formule destinée à être immortelle d'une conseillère du président des États-Unis, avec cette idée que l'on entrerait dans une période de la post-vérité, chose étrange en vérité, en réalité, mais qui mérite évidemment pour les citoyens que nous sommes de développer quelques réflexions. Néanmoins, ce n'est pas d'aujourd'hui, nous y reviendrons si vous voulez bien tout à l'heure, que je voudrais partir. Je voudrais, pour commencer, vous entraîner un peu loin en arrière jusqu'en 1894, en mettant l'accent sur un épisode qui me paraît éclairant du point de vue de la problématique que je voudrais développer aujourd'hui. Liberté des médias en face des risques qu'ils éprouvent toujours d'être opprimés par, nous allons le voir, l'argent ou le pouvoir politique. Ce sont les deux grands adversaires de la liberté des médias. En décembre 1894, au théâtre de l'œuvre du grand homme de scène qui était Lugnepo, en décembre 1894, on donne une pièce d'Ibsen, le dramaturge norvégien, une pièce qui s'appelle « Un ennemi du peuple ». De quoi s'agit-il? D'une pièce que nous appellerions aujourd'hui écologico-politique. Nous sommes dans une station thermale de Norvège et un médecin, attentif à la qualité des eaux, s'aperçoit qu'elles sont polluées par une tannerie, ce qui explique pourquoi la plupart des patients qui arrivent pour une cure repartent plus malades qu'ils n'étaient en arrivant, ce qui lui paraît un peu regrettable par rapport à la mission de la ville thermale en question. Et il va voir, ayant fait cette découverte, le rédacteur en chef du principal journal de la ville, et il lui dit que cette découverte mérite d'être dite. C'est le rôle de la presse libre que de le faire savoir. Et le rédacteur en chef lui dit aussitôt, bien entendu, quel événement, ce sera dans le journal hebdomadaire dans quelques jours, ce sera les 5 colonnes à la une. Et puis le lendemain, il apporte son article et il trouve une atmosphère complètement changée. Le rédacteur en chef est accompagné du préfet de la ville et du président de l'association des propriétaires d'appartements loués aux patients qui viennent dans la ville et qui lui disent quoi? Non, pas question, vous allez ruiner notre prospérité, vous allez aboutir à ce que plus personne ne vienne. Il y a des cas où la discrétion s'impose. Et non seulement il est arrêté de la sorte, mais le bruit commence à courir dans la population qu'on pourrait faire des révélations de ce type, et la population s'en indigne, s'en inquiète, tous ceux qui profitent de l'arrivée de tous ces curistes, ce qui fait que quand il essaye de haranguer la foule pour lui dire la vérité, il finit par être lapidé. On lui envoie des pierres, pas seulement des tomates, et il rentre tout tristement chez lui avec son pantalon déchiré en disant quand on vient prêcher le vrai, il ne faut jamais mettre son plus beau pantalon. Et en même temps, il se console en disant que l'homme seul, après tout, est peut-être celui qui est en meilleure situation, mais il est vraiment très seul. Or, assistent ce jour-là à la représentation 2 hommes importants de notre vie publique, Jean Jaurès et Georges Clemenceau. Et ils se retrouvent ensemble à l'entracte, puis après la pièce, au vestiaire. Autour d'eux, un cercle très intéressé se forme et ils débattent de l'interprétation que l'on doit donner de cette pièce. Et vous voyez que je ne quitte pas la problématique de la question que vous avez souhaité que j'évoque ce matin, cet après-midi, enfin à la limite, cet après-midi. L'un et l'autre sont d'accord pour déplorer que le rédacteur en chef n'ait pas le courage de résister à la pression des forces qui veulent l'empêcher de dire la vérité, mais à partir de là, ils sont en désaccord sur l'interprétation qu'il faut donner de cette relative lâcheté. Et on connaît d'autant mieux leur débat qu'ensuite, c'était l'époque merveilleuse à cet égard, ils ont chacun développé leur point de vue dans des articles qui ont suivi de quelques jours, notamment dans la Dépêche du Midi. Dans une presse libre, enfin, libre en France par rapport à la Norvège. Clemenceau explique que le rédacteur en chef n'a aucune excuse, que le progrès de l'humanité se déroule toujours à partir du courage d'individus qui viennent à un moment donné dire non, c'est pas possible, j'affirme des valeurs à quoi je crois intensément et à tout risque je les représente. Et Jean Jaurès dit, n'accablez pas ce pauvre rédacteur en chef. Il est prisonnier d'un système capitaliste où l'argent écrase le journal. On ne peut pas tout seul
se battre contre des moulins puissants. Ce n'est pas possible. Donc, il faut attendre que le système général change pour qu'on arrive à une période magnifique où toute parole sera libre et tout journal à même de dire la vérité aux citoyens, heureux qu'on la leur dise. La question est restée intéressante, ouverte. Jean Jaurès ajoutait qu'il fallait songer que si un journal disait une vérité que le public n'était pas prêt à recevoir et que ce public se détournait du journal qui lui affirmait cette vérité, alors il n'y aurait plus du tout de public à qui parler de vérité puisqu'il ne serait plus au rendez-vous. Vous voyez que cette discussion peut, me semble-t-il, d'emblée incarner, représenter une question civique et morale, éthique, qui peut nous occuper aujourd'hui. Alors j'observe qu'en décembre 1894, on est 13 ans après la loi, je vous parlerai beaucoup de la France, que je connais mieux que votre pays, après la loi essentielle de juillet 1881. En France, aujourd'hui, on la connaît surtout parce qu'il reste sur certaines palissades interdiction d'afficher, loi de juillet 1881. Mais en réalité, la loi est essentielle. Ce n'est pas celle-là. C'est une loi qui vient introduire dans la vie publique française une liberté d'expression pour la presse qui est à l'époque supérieure à tout ce qu'on connaît dans les pays voisins, dans les grands pays voisins. Aucun pays n'est allé aussi loin à ce moment-là dans la liberté de la presse. Désormais, il est possible d'imprimer, l'imprimerie est libre, la diffusion est libre, c'est le principe de base. Et cela est, aux yeux des républicains, c'est une des grandes lois fondatrices de la Troisième République, c'est, comme le dit le rapporteur de la loi, une promesse tacite de la République au suffrage universel. Ce sont des républicains qui se sont formés sous le Second Empire, qui ont eu à se battre contre Napoléon III pour imposer une liberté croissante de la presse, de plus en plus critique. Maintenant, puisqu'on est au pouvoir, puisque la République est là, il faut honorer cette promesse tacite, il faut offrir une liberté à peu près complète. Et pourtant, dès ce moment-là, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les débats qui ont été repris ensuite en volume autour de cette loi au Sénat et à la Chambre des députés. Cela, par parenthèse, témoigne de la haute qualité rhétorique de nos élus de l'époque. Il y a eu un certain déclin. Je ne suis absolument pas déclinologue, rassurez-vous, mais à cet égard, on peut dire que la rhétorique parlementaire a quelque peu décliné. C'est très remarquable, la qualité de l'expression, que les avocats qui étaient là en grand nombre ont été formés soit par les jésuites, soit par l'école laïque. Il y a là une bourgeoisie qui s'exprime à hauteur des arguments les plus théoriques et les plus concrets à la fois, qui vraiment retient l'attention et qui, du même coup, avec le recul, appelle notre intérêt. Et notamment par le fait que c'est une des lois fondatrices de la République qui a été adoptée à la quasi-unanimité. Il y a eu très très peu d'objections, ce qui nous pose des questions. Comment se fait-il que les oppositions très violentes qu'il pouvait y avoir entre les zélateurs de l'impérialisme bonapartiste et les orléanistes ou les royalistes, comment cette opposition a pu s'effacer en une occurrence comme celle-là? Je vais y venir, je laisse un instant la question pour vous dire que si les républicains ont décidé d'en faire une loi majeure, c'est parce qu'ils ont la conviction que les progrès de la démocratie ont toujours, depuis des décennies, depuis 2 ou 3 siècles, ces progrès ont été parallèles à ceux de la liberté de la presse. Et que par conséquent, il doit y avoir 2 piliers pour la démocratie qu'on est en train d'installer, pour la République. Il y a le pilier de l'école, et quelques mois plus tard, ce sera l'installation des lois Jules Ferry sur l'école laïque, gratuite et obligatoire, c'est le pilier de l'éducation. Et de l'autre, la liberté de la presse, portée à travers, dit un des rapporteurs, grâce à la vapeur et à l'électricité, très vite dans l'ensemble du pays. Et tous ces orateurs savent très bien que la Grande-Bretagne, mère des libertés, a vu le développement de la liberté de la presse progressivement, à partir du XVIIe siècle commençant, que
que ça n'a pas été facile. Vous savez, les pèlerins d'Echternach au Luxembourg, ils vont à leur but en avançant 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est un peu ce qui s'est passé. Va-et-vient du progrès de la liberté de la presse, mais intimement lié au développement de la démocratie parlementaire. Démocratie. En 1644, l'auteur du Paradis perdu, Milton, fait un appel au Parlement, « A speech for the liberty of unlicensed printing », un discours pour obtenir la liberté de la presse sans autorisation des pouvoirs publics. Et il explique, l'opposition des religions a pu jouer un rôle positif à cet égard, que c'est le papisme qui a fait que soit imposée, l'Inquisition soit imposée par une chape de plomb la liberté d'expression. Le protestantisme, l'anglicanisme doit au contraire affirmer qu'on doit pouvoir s'exprimer librement. Et il ajoute qu'on doit réfléchir à ce qui s'entrelace entre le mal et le bien. Il ne dit pas qu'il n'y a pas du mal et du bien, mais que le lien entre eux montre qu'ils ne croissent pas séparément dans le champ fécond de la vie, dit-il. Ils entrelacent leurs branches d'une manière inextricable, le bien et le mal. Or, ajoute-t-il, quel serait le censeur doué d'assez de lucidité pour être capable au quotidien et dans la pratique de distinguer le bien et le mal? C'est impossible, donc mieux vaut laisser s'exprimer les libres expressions, les libres opinions, et finalement, Dieu voudra sûrement que le bien l'emporte sur le mal. Le jour venu, il faudrait des censeurs incorruptibles et infaillibles, cela n'existe guère, et le résultat est forcément, si on opprime la presse, d'étouffer le talent et le génie. Ensuite, on avance, on va, on vient. Du côté de chez nous, Renaudot, qui est le grand fondateur de la première Gazette, comme vous savez, Théophraste Renaudot, disait « La Gazette est une marchandise dont le commerce ne s'est jamais pu défendre, interdire, et qui tient cela de la nature des torrents, qui se grossit par la résistance. » C'est important, ça aurait presque pu servir d'épigraphe à mon propos de cet après-midi. L'idée qu'est celle de Renaudot, qui pourtant, je vais y venir, était lui-même très servile à l'égard des pouvoirs, pensait que la liberté de la presse avait une telle force que quand on s'y opposait, elle finissait par rebondir toujours. Et c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, on a vu au cours du XVIIIe siècle en particulier, la censure progressivement s'effacer. Non sans drame, par exemple, Daniel Defoe, qui était l'auteur immortel de Robinson Crusoe, a subi le pilori au début encore du XVIIIe siècle, en 1703, pour avoir publié des propos jugés insultants pour la monarchie. Pilori, vous savez, c'était pas très agréable, on mettait la tête et les 2 poignets, les 2 pieds, je crois aussi, dans des espèces de trous en bois, et on faisait tourner ensuite. C'était pas mortel, mais c'était assez désagréable. Je ne sais pas si vous pratiquez ceci pour les étudiants récalcitrants. L'autre débat majeur a été celui de la publication ou non des débats de la Chambre. Pendant longtemps, les pouvoirs n'ont pas voulu qu'on les publie, en disant c'est très bien d'en discuter, mais entre nous et le bon peuple ne doit pas être excité par la publication de ce qui s'est dit. Or, les parlementaires ont obtenu progressivement que les débats soient publiés. D'abord, on autorisait des journalistes, non pas à prendre des notes, mais à se le rappeler, et ensuite à transcrire pour le public après, avec une mémoire remarquable. Et puis ensuite, finalement, la presse a été autorisée à reproduire les débats, et cela a été de grande importance. Autre combat très concret, celui qui s'est organisé autour du jury. Faut-il que les délits de presse, c'est un problème qui est posé jusqu'aujourd'hui, soient traités par des juges professionnels ou par un jury populaire? Parce qu'on constate que le jury populaire est toujours plus indulgent dans cette matière. Ce n'est pas vrai ailleurs, forcément, mais dans cette matière que les juges professionnels. Et par conséquent, lorsqu'on obtient progressivement qu'on passe au jury, on obtient aussi que la censure s'allège. Et la censure préalable, qui existe dans tous les autres pays du continent, est supprimée en Grande-Bretagne. En France,
en France, les choses ont été plus lentes, mais on est frappé de voir que la question de la liberté de la presse a été au centre du combat politique tout au long du XIXe siècle. Je reviens à Renaudot. Renaudot lui-même avait accepté à l'époque de Louis XIII et de Richelieu une subordination évidente. Il fallait servir l'intérêt du prince et de son ministre principal, et Renaudot était très très prudent à l'égard de tout ce qui pouvait l'offenser. Mais il y avait déjà, et c'est juste une petite pierre d'attente pour ce que je vous dirai tout à l'heure, il y avait déjà chez lui une préoccupation financière. En particulier, il a inventé la publicité commerciale déguisée sous la forme rédactionnelle, tentation de toujours de la presse. On fait semblant de traiter des choses de façon objective et en fait on rend compte de la qualité remarquable d'un objet qu'on veut vendre. Et d'autre part, il s'appuyait souvent sur les nouvelles venues de l'étranger pour avoir un peu plus de liberté par rapport à ce qu'il pouvait écrire et qui était surveillé de près. Il n'empêche qu'il a fallu attendre le XVIIIe siècle, là encore, pour que progressivement la chape de plomb s'allège sur les médias en France. Les Lumières ont contribué à cet allègement, mais de façon un peu ambivalente souvent, parce qu'on voit nos philosophes très attachés à la liberté de la presse au sens de liberté des livres et de leurs œuvres, évidemment, mais assez réticents à l'égard de la liberté des gazetiers. Voltaire appelle éventuellement à ce qu'on emprisonne tel gazettier qui s'est permis de jeter sur son œuvre un regard légèrement défavorable. Donc c'est encore un peu ambigu. Puis arrive un moment essentiel, c'est évidemment la période de la Révolution française, où là, d'un seul coup, pendant 2 ou 3 ans, buissonnent les écrits de toutes sortes. C'est une efflorescence de journaux qui donne l'impression aux contemporains qu'ils vont accéder enfin à toutes les vérités et qui, en même temps, dès ce moment-là, jouent un rôle d'excitation par rapport aux passions populaires. Voyez Hébert, voyez ce que peut écrire Marat, sans qu'on puisse faire le départ, problème encore d'aujourd'hui, entre les mensonges et les vérités. Il n'y a pas de contrôle d'aucune sorte, il n'y a pas d'autocontrôle en particulier. On pense à ce que des libelles contre Madame Dubarry ou Madame Pompadour pouvaient écrire, parce que la presse était toujours souterraine quand elle était interdite. C'est ce que disait Renaudot. Il disait « Ce que je dis, cette anecdote, est à moitié vraie et à moitié fausse. Je vous laisserai deviner quelle est la partie vraie et quelle est la partie fausse. » Ce qui est une conception assez étrange de la liberté de la presse. C'est magnifique, l'efflorescence des journaux sur la Révolution française sont encore assez chers, mais on les lit au Palais Royal ou ailleurs, des cabinets de lecture. C'est un élément fondamental de l'installation d'un certain état d'esprit collectif en France dans ces années essentielles, magnifiques pour tout ce qu'elles ont affirmé pour la suite de valeurs fondamentales, dramatiques à cause d'un certain nombre de débordements sur lesquels je n'ai pas besoin d'insister. Napoléon, bien sûr, c'est la période où de nouveau retombe l'interdiction de toute presse libre. Il ne suffirait pas un instant de critiquer de l'intérieur ce qu'il peut faire et développer. Et puis à partir de la Restauration, on voit au contraire renaître l'aspiration à la liberté de la presse. Déjà sous Louis XVIII et plus encore sous Charles X. Un homme comme Chateaubriand, qui s'était fait le serviteur du conservatisme et de la Restauration, comme ministre des Affaires étrangères, de valeurs anciennes, est en même temps un paladin, un combattant de la liberté de la presse. Il intervient beaucoup là-dessus en expliquant que tout régime quel qu'il soit, même contrôlé, même équilibré autour de la monarchie, ne peut plus dans la modernité vivre sans une liberté de la presse. Et arrivent à ce moment-là les journées de juillet 1930. C'est le seul épisode de notre histoire française où un régime est tombé sur la question de la liberté de la presse, puisque Charles X vient prendre des ordonnances interdisant, restreignant considérablement la possibilité de l'expression. Et c'est le début de la révolte des journaux qui se rassemblent et qui aboutissent au renversement de Charles X et de son régime. Louis-Philippe arrive 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, Louis-Philippe arrive en affirmant qu'il va laisser entièrement libre la possibilité d'expression, et puis très vite, la liberté se resserre, en particulier à cause de la caricature.
On peut s'arrêter un instant sur la caricature, parce que quand je parle des médias, je ne parle pas uniquement des médias écrits. La caricature, à tous les moments, a été une des formes d'expression, une sorte d'éditorial souvent, très efficace. Et c'est lorsqu'on commence dans la presse, un journal qui s'appelle La Caricature, avec Philippot, Daumier, etc., à représenter le souverain Louis-Philippe comme une poire, ce qui a beaucoup de succès, son visage comme une poire, le souverain en est quelque peu irrité, et c'est une litote. Et progressivement, en s'appuyant notamment sur tel ou tel attentat dirigé contre lui, et qui aurait été le fruit direct, affirme-t-il, de la liberté de la presse, excitant le public, qu'il restreint à nouveau cette liberté, et on la restreint toujours de la même façon, soit en développant une caution. Si vous faites un nouveau journal, vous devez déposer une somme importante, ce qui limite évidemment la possibilité de créer de nouveaux organes de presse. Et puis ensuite, des avertissements. On est traîné devant une justice qui est tout à fait aux ordres à l'époque, et que, un peu plus tard, Victor Hugo va dénoncer avec une violence que vous savez, une justice qui est vraiment aux ordres, et qui notamment est aux ordres dans la répression, pas seulement de Baudelaire et de Flaubert, mais aussi de tout ce qui est journalisme libre et caricature libre. Près devant qui les paye, les juges, dit Victor Hugo, à fléchir le genou, jetant au cabanon quiconque vole un sou, mais détournant les yeux d'un trône qu'on dérobe. C'était pas mal dit. C'est lui aussi qui dit, au moment du Second Empire, qui après la période de la Seconde République, qui est de nouveau une période d'efflorescence de la liberté d'expression, lorsque arrive l'Empire autoritaire, Victor Hugo résume la situation en disant que l'imprimerie est supprimée en France au profit de la Belgique. Ce qui marque assez que un des problèmes de tous les censeurs à tous les moments, c'est que, et aujourd'hui j'y reviendrai pour finir, c'est encore beaucoup plus vrai, c'est qu'on ne vit pas dans un monde complètement clos par rapport à l'étranger, et que sous l'Ancien Régime et ensuite sous le Second Empire, on a vu sans cesse arriver des pamphlets, parfois cachés dans des bottes de foin, des pamphlets, des journaux interdits, etc., qui ont fini par se répandre, soit parce qu'on les a copiés, soit parce qu'on les a appris par cœur. Donc l'étranger est une manière assez importante, quand la liberté de la presse n'est pas assurée, d'intervenir dans le fonctionnement, dans la circulation des nouvelles. Et c'est à partir de cette histoire que l'on peut comprendre les débats de juillet 1881, des mois qui ont précédé, aboutissant à la loi de juillet 1881. Ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est que les parlementaires ont conscience, et de cela il faut que nous parlions aussi, que la liberté ne peut pas être absolue, jamais. Il y a toujours des limites. Et il y en a aujourd'hui, il y en a encore. La question de savoir où on met les limites. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait promouvoir la pédophilie? Est-ce qu'on pourrait promouvoir l'antisémitisme? Il y a des lois qui empêchent cela. Je prends ces exemples, on pourrait en trouver d'autres. Et ces parlementaires de 81 se posent la question des limites à introduire. Ça nous intéresse beaucoup parce que c'est le sujet même que nous traitons aujourd'hui et sur lequel je reviendrai probablement sûrement pour finir tout à l'heure en parlant d'Internet et de notre actualité. Il y a des débats tout à fait intéressants, par exemple entre Clémenceau et l'évêque d'Angers, qui est élu à l'époque, les parlementaires il y a des prêtres qui sont élus, des évêques, Monseigneur Freppel, sur la question du blasphème. Et vous voyez comme c'est important, parce que ça nous renvoie directement au débat autour des caricatures danoises qui ont provoqué, comme vous savez, largement la barbarie de l'assassinat des dessinateurs, des journalistes de Charlie Hebdo, le blasphème. Freppel dit, vous ne pouvez pas laisser, vous, messieurs du gouvernement républicain, insulter la divinité. En insultant la divinité, vous vous insultez vous-même, vous insultez l'histoire de notre pays, bien au-delà de la République. Et Clémenceau répond, non, le blasphème doit être libre. Il ne s'agit pas d'autoriser que l'on diffame des individus, ou même ceux qui pratiquent une religion en tant que telle, mais critiquer des religions, bien sûr, c'est intrinsèque dans la liberté de la presse. Et il dit notamment à Freppel, écoutez, vous ne trouvez pas que votre Dieu est assez grand pour se défendre tout seul? Est-ce que vraiment il faut que le gouvernement, avec tout ce qu'il a d'immédiat, de concret, d'humain, avec les limites, se porte pour défendre votre Dieu, votre Dieu?
Alors d'autres, du côté des républicains, disent qu'il faut peut-être garder le blasphème contre Dieu, parce qu'il faut aussi marquer qu'on refuse le blasphème contre les institutions républicaines. Si on s'en prend à notre régime, ce serait comme s'en prendre en face à la divinité. Même réponse de Clémenceau, qui l'emporte finalement, sauf un point où il est obligé de céder, c'est qu'on protège quand même le président de la République et les chefs d'État étrangers. On n'a pas le droit de les attaquer. Le président de la République en tant que tel, ça durera en France jusqu'aux toutes dernières années où maintenant on peut attaquer le président de la République et les chefs d'État étrangers. Donc, de ce point de vue-là, il y a des débats qui sont très intéressants. Ça tourne même autour de la question des bonnes mœurs. À l'époque, on dit qu'on n'a pas le droit de s'en prendre aux bonnes mœurs. La liberté de la presse s'arrête au moment où elle va attaquer ce qui paraît être les principes fondamentaux d'un bien vivre ensemble. Et il y a un député qui vient dire, écoutez, vos bonnes mœurs. Et c'est assez actuel quand on y pense. C'est prémonitoire. Il dit, vos bonnes mœurs, la définition des bonnes mœurs sont attachées à un instant de la sensibilité collective, à un moment particulier. Puis ça évolue, l'idée des bonnes mœurs. Alors vous êtes obsédé par les caricatures dites obscènes qu'on va vendre aux adolescents boutonneux dans les kiosques des grands boulevards. Franchement, c'est pas très important. Et puis les bonnes mœurs, elles changeront. Donc ne mettez pas les bonnes mœurs. Finalement, on a quand même mis les bonnes mœurs, ces bourgeois, parfois hypocrites. Tenez beaucoup à ce que cela fût au moins affiché. Donc on est entré là dans une période de liberté remarquable. Il y a eu quelques tentations intéressantes d'ailleurs de revenir en arrière au début des années 1890. Là aussi, il peut y avoir une certaine concordance des temps intéressante à observer lorsqu'il y a eu les attentats anarchistes. À ce moment-là, en quelques heures, alors qu'on avait débattu pendant des mois de la loi de 80, en quelques heures, les parlementaires ont réduit les libertés, en particulier autour de cette question qui avait été également débattue en 80 et qui est très importante du point de vue qui nous occupe. Est-ce qu'on doit critiquer ceux qui appellent à des actes subversifs ou est-ce qu'on doit seulement critiquer ceux qui ont accompli des actes subversifs? Parce que si vous interdisez qu'on parle en faveur, par exemple, d'un renversement de la société capitaliste, alors en fait vous ferez une censure d'un certain nombre de doctrines qui après tout peuvent avoir légitimement le droit de s'exprimer en plein jour. En revanche, au moment des lois sur les anarchistes, pour les poursuivre, on a reculé beaucoup en arrière. C'est pourquoi les socialistes, qui ont eu le sentiment qu'ils pouvaient être eux-mêmes poursuivis par les lois qui étaient destinées à poursuivre les anarchistes, mais qui pouvaient aller aussi contre eux, ont appelé les lois scélérates. Les lois scélérates. Mais dans la pratique, elles ont cessé au bout d'assez peu de temps d'être pratiquées. Et la période de la Troisième République est une période, pour l'essentiel, de grande liberté de la presse. Autrement dit, l'État, pour la première fois, a desserré son emprise. Pour les historiens, c'est un peu ennuyeux parce que jusque-là, tous les journaux avaient des dossiers extrêmement fournis du côté de la préfecture de police et d'ailleurs, et qu'après, on ne les a plus vraiment étudiés. Mais enfin, on ne les a pas plus vraiment suivis du côté de la police, mais c'est un aspect assez secondaire de mon sujet. Mais du même coup, on a mieux compris pourquoi la loi de 1881 avait été adoptée avec une telle unanimité. C'est qu'en réalité, du côté de l'opposition monarchiste et bonapartiste, on pensait qu'il était complètement impossible à un régime de continuer à durer dans une situation de liberté de la presse. Parce que la presse deviendrait tellement agressive que l'État en serait forcément bousculé. Et comme il le souhaitait, évidemment, quitte à se dire qu'un jour, quand il reviendrait au pouvoir, il supprimerait cette même liberté, il l'approuvait en temps républicain. Et en face, du côté des socialistes, qui commençaient, enfin disons de l'extrême gauche, qui n'était pas encore vraiment socialiste, la plupart des socialistes étaient partis exilés après la Commune, enfin déportés. Mais quand même, de ce côté-là, on s'est dit que, et c'était la pensée de Jean Jaurès encore, quelques 15 ans plus tard, que la liberté de la presse aboutirait forcément à une emprise de l'argent telle qu'aucun régime bourgeois ne pourrait survivre et qu'il y aurait un tel dévergondage des conséquences de cela que ce serait pour le régime bourgeois et capitaliste une source d'affaiblissement qui pourrait conduire au moment où il serait renversé. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une telle majorité, presque jusqu'à l'unanimité. Et ça m'amène à un deuxième aspect des choses, sur lequel il faut évidemment insister. Une fois que les médias ont été libérés pour l'essentiel de l'emprise des pouvoirs publics, il leur a fallu affronter
la complexité de leur rapport avec l'argent et découvrir que pour eux, l'argent pouvait être à la fois la pire et la meilleure des choses. Nous allons le voir continuellement depuis lors. La meilleure lorsque ça leur permet d'avoir de bons journalistes, de travailler, de rechercher l'information qui coûte toujours cher, et la pire lorsque cet argent cheminant de façon souterraine, argent caché, pouvait aboutir à déformer l'expression des opinions et des faits également portés par les journaux sans que le lecteur connaisse cette influence méphitique exercée de façon souterraine. Et c'est toute l'histoire des années qui ont suivi sous la Troisième République. Léon Blum écrit dans « À l'échelle humaine », livre de captivité, 1942, « On ne peut pas évoquer sans honte le tableau de la grande presse en France pendant les 20 dernières années, et l'on ne saurait disconvenir sans mauvaise foi que sa vénalité presque générale, traduite à la fois par une déchéance morale et une déchéance technique, n'ait été un foyer d'infection pour le pays tout entier. » Il est vrai que j'avais naguère regardé de près cette question de la vénalité de la presse et qu'on reste saisi et navré rétrospectivement par l'importance délétère de cette action de l'argent caché pendant ces années-là. Et l'argent, en quelque sorte, trouve devant lui une liberté complète d'intervention. Il y a de l'argent, encore une fois, qui est de l'argent de la prospérité, des journaux qui ont du public, défendant des valeurs honorables. Mais il y a aussi beaucoup d'argent caché. Et c'est le moment où prospère toute une faune de journalistes escrocs qui gagnent plus d'argent par les articles qu'ils ne publient pas que par les articles qu'ils publient. Ce qui, dans le cas d'un journaliste, est un peu problématique. Autrement dit, des gens qui font du chantage auprès des banques en particulier. C'est la part de tout ce qui est le journalisme financier. Lorsqu'on veut lancer, qu'on est une banque ou un établissement financier, on veut lancer des actions sur le marché, il faut absolument que l'on distribue de l'argent à un certain nombre de journalistes, maîtres chanteurs, qui sinon dénigreront les affaires dont il est question et empêcheront qu'ils soient vendus. Il y a un témoignage qui a fait beaucoup de bruit dans les années 20, c'est celui d'Arthur Raffalovitch, un économiste pourtant très distingué, grand officier à la Légion d'honneur, mais qui était auprès de l'ambassade tsariste à Paris, chargé de corrompre la presse pour qu'on ne dise pas de mal des emprunts russes. Et quand après coup, évidemment, on s'est aperçu qu'après la révolution que nous évoquons ces jours-ci, bolchevique, les emprunts russes sont tombés à zéro et qu'une bonne partie de la bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie française avait placé ses économies pour une bonne part dans les 10 emprunts russes, comme très très sûr que ça ne valait plus rien. On a été très frappé que l'Humanité puisse publier en 1920, le journal communiste, devenu communiste, des documents qui leur avaient été communiqués par les bolcheviks de Moscou, camarades, qui étaient les télégrammes envoyés par Raffalovitch au nom de l'ambassade tsariste sur son action. On voyait la liste des sommes qu'ils avaient distribuées aux journaux les plus installés, les plus raisonnablement, les plus considérés, la bourgeoisie faite journal. Et il parlait dans un de ses envois, il parlait de l'abominable vénalité de la presse française, ce qui a donné son titre à un livre qui a été publié ensuite à partir de ces documents, l'abominable vénalité de la presse française. Cette période est celle où on trouve concomitamment dans la presse des plumes magnifiques, des grands talents. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, c'est flamboyant. C'est la naissance des grands reporters, les Albert Londres et les autres. Et en même temps cet ensemble qui est un ensemble vraiment très, très peu ragoûtant. Et ce n'est pas seulement une question de morale, c'est aussi une question concrète. Quel type de nouvelles on donne à connaître? Entremêlées avec les passions politiques, les motivations, les ressorts cachés qui s'expliquent par l'argent. Par exemple, un journal aussi respecté que le journal des débats, c'est la bourgeoisie faite journal, un peu comme Le Temps. Il a, on le sait aujourd'hui, je l'avais étudié parce que c'était la propriété en partie de François de Wendel, c'était mon sujet de thèse, il avait son département financier était acheté par une banque Lazare, sauf erreur, par des mensualités qui étaient, là c'était très honnête,
répartis à égalité entre le directeur du journal et celui qui tenait la rubrique financière. Et par conséquent, vous comprenez bien que les conseils boursiers que l'on donnait n'étaient pas entièrement dépouillés de quelques influences extérieures. Donc il y a là un problème évidemment important et même dramatique à certains égards. Dans la pièce, je pourrais insister longuement, mais je vais passer à la suite, mais néanmoins je voudrais encore vous citer un extrait de Giraudoux, La folle de Chaillot, qui est une très belle pièce de 1940 ou 42. Il imagine que la folle réussit à entraîner tous les représentants des forces mauvaises de la société dans un trou sur la colline de Chaillot, après leur avoir expliqué qu'il y a une mine, qu'il y a du pétrole caché, qu'ils vont pouvoir s'enrichir. Tout le monde descend tout de suite, sauf celui qu'il appelle le syndic de la presse publicitaire, c'est-à-dire en fait l'incarnation de ce que je viens de vous dire. Mais enfin, entrez, je veux pouvoir refermer. Il avait été impatient de pouvoir refermer le couvercle. Ah non, madame. Non. Mais pourquoi ? Ne m'obligez pas, dit le syndic de la presse publicitaire, à rompre avec notre impartialité traditionnelle entre le réel et le faux. Notre impartialité traditionnelle entre le réel et le faux. J'y pensais ces jours-ci, bien sûr, en entendant parler des fake news et en entendant Madame Conway, la conseillère du président Trump, parler des faits alternatifs. Vous avez vu ça probablement. C'est-à-dire les réalités et puis il y a les faits alternatifs. On dit qu'il y a quelques centaines de milliers de gens pour l'intronisation. Nous disons qu'il y en a 1 million. C'est un fait alternatif, la post-vérité. On trouve déjà cela dans cette période. Maintenant, l'argent agit aussi d'autres façons, bien sûr. Il y a les fonds secrets, je n'y insiste pas, ceux du gouvernement, qui effectivement achètent un certain nombre de plumes, en particulier sur la politique étrangère. Léon Blum raconte qu'en arrivant au pouvoir en 1936, il avait été stupéfait et accablé de voir que tous les correspondants diplomatiques qui allaient au Quai d'Orsay pour trouver des nouvelles, on leur donnait ce qu'on appelait une carte de visite, une petite mensualité. Il a été frappé par l'universalité de cette distribution et par la médiocrité des sommes qui avaient été distribuées. On lui dit, on va arrêter tout ça. Non, ça va créer une hostilité, etc. Donc il a continué. Les fonds secrets étaient peu importants par rapport au fonds de l'argent privé que je disais, et ils servaient, c'est vrai, surtout à des interventions étrangères, et ce sont surtout des pays étrangers, au contraire, qui viennent corrompre la presse française. Après, je vais quitter ce sujet qui est évidemment un peu déprimant, en disant que, par exemple, au moment du traité de Versailles, les petits pays qui n'étaient pas à la table de négociation et qui ne pouvaient pas intervenir directement sur les négociateurs, Clemenceau, Orlando, Wilson et Lloyd George, intervenaient par le détour des journaux. Le Temps, par exemple. Alors, les Turcs et les Grecs achetaient les uns et les autres des articles en faveur de leur position, qui se juxtaposaient d'ailleurs. Et le Temps encaissait l'argent, très content, et montrait qu'il y avait quand même deux façons de voir la vérité. Bien. L'argent compte aussi, bien sûr, du côté de l'achat des journaux, des grands entrepreneurs de presse, à l'époque comme aujourd'hui. Alors là, ça pose la question, il ne faut pas être simpliste, de l'influence d'un patron, quand il n'est pas patron de presse au sens d'un homme qui s'est enrichi en faisant un journal. À l'époque, on s'enrichissait, on pouvait. Mais ceux qui ont acheté un journal pour placer leur argent acquis d'autre part, leurs motivations sont un peu d'influencer, mais souvent c'est des satisfactions narcissiques à l'époque comme aujourd'hui, pour intervenir. Je ne sais pas, quelquefois ils interviennent, ce n'est pas toujours très heureux. On dit que M. Bolloré, par exemple, avait beaucoup intervenu dans le cas de Canal+, et que Canal+, a perdu beaucoup de téléspectateurs, donc les choses peuvent se prolonger. Lorsque un jeune homme hérite de beaucoup d'argent, par hasard, on pourrait citer des cas, mais je n'y insiste pas, il est entouré aussitôt de gens qui viennent lui demander de l'argent. Bien, alors la question est de savoir, évidemment, ce que la guerre a apporté. Les résistants, en France en tout cas, ont été très soucieux de la liberté de la presse et surtout de la propreté, comme on disait à l'époque, de la presse. Car ils avaient tous conscience, comme Léon Blum, du coût qu'on avait payé du côté de la démocratie, du fait de cette corruption. Et de fait, un certain nombre de mesures qui ont été prises, publicité, interdiction d'avoir des gérants, publicité des comptes, etc., ont abouti à une diminution incontestable de la vénalité de la presse après 1945, notamment de la presse financière, même si continue de se poser chez certaines composantes de la presse des problèmes de frontières, là encore, entre la presse, entre la publicité affichée comme telle et la publicité dissimulée. C'est vrai que
dans les journaux féminins, par exemple, où on préconise beaucoup de crèmes et d'onguents de toutes sortes, et on les analyse d'autre part, c'est assez difficile de faire la limite. Une rédactrice en chef d'un de ces journaux m'avait dit un jour qu'elle avait publié un grand article qui s'appelait « Les 12 raisons de boire l'eau du robinet ». Et que les propriétaires des eaux minérales qui faisaient de la publicité dans ces colonnes sont venus la voir en disant « Nous saluons votre objectivité, c'est très très bien et très intéressant, mais il y a peut-être d'autres arguments qui ne seraient pas inutiles de faire valoir au profit de nos eaux minérales. » En tout cas, il me semble que les choses ont à cet égard se sont améliorées pour des raisons probablement morales et aussi du fait que la presse écrite a perdu de son influence au profit de l'audiovisuel. Alors je vais vous dire un mot maintenant de l'audiovisuel. Au fond, on s'aperçoit que dans le cas de la radio et de la télévision, le même schéma s'est inscrit dans l'histoire de façon chronologiquement plus ramassée. Je veux dire que la radio et la télévision ont été longtemps dans la main de l'État, comme la presse écrite a été dominée par les pouvoirs publics, et qu'à un moment donné, beaucoup plus récemment, elle a eu à affronter très directement la question de l'influence de l'argent, positif pour saluer la prospérité, négatif lorsqu'elle pèse sur ce que la radio et la télévision peuvent nous dire. La radio et la télévision ont été en France divisées pendant un certain temps entre radio privée et radio publique, avec la publicité, par exemple, de Bleustein-Blanchet, mais dès la guerre de 39-40, il est apparu que la radio, aux yeux de tous les gouvernants, légitimement, devait être dans la main de l'État. C'est un des effets de la guerre des ondes, 1940-1944. On a surévalué, c'est très important, la radio, il n'y aurait pas eu 18 juin sans la radio, le gaullisme aurait été tout différent, et Goebbels aurait eu sûrement une moindre influence auprès de Hitler. Il n'empêche qu'on a exagéré les tanks, c'était au moins aussi important que la radio, mais enfin, ça comptait. Alors après la guerre, en France, en tout cas, une guerre où pour entendre la vérité, il fallait écouter M. Payot sur la radio suisse, René Payot, la radio et la télévision étant dans les mains du régime de Vichy. À partir de 1945, il est apparu tout à fait normal aux gouvernements successifs que la radio et la télévision continuent d'être d'État et soient dans la main de l'État en France. Ça a duré en gros jusqu'aux années 70 ou 75, je ne rentre pas dans les détails. Sous la 4e République, c'était clair. C'était un peu compliqué, enfin un peu nuancé par le fait que, comme les ministres de l'Information changeaient du centre droit au centre gauche, on renouvelait un peu différemment les journalistes. Mais il n'était pas question d'avoir des communistes ou pratiquement des journalistes gaullistes, puisqu'il y avait ces deux oppositions à l'égard de la troisième force, peut-être destinée à renaître, je ne sais pas, troisième force qui allait de l'Agnelle à Guy Mollet et qui gouvernait à peu près la France. Et puis à partir du gaullisme, De Gaulle a considéré que puisque on l'avait si maltraité sous la 4e, et c'est vrai qu'il n'avait jamais pu parler en direct, jamais. Donc il avait vraiment été exclu de l'accès aux ondes. En sens inverse, c'était sa radio et sa télévision. Il le marque assez clairement lorsqu'il inaugure la Maison Ronde en décembre 1963. La radio, magnifique instrument de soutien à l'esprit public. Quand on parle de l'esprit public, on entend souvent le gouvernement. Et donc, ça a été un choc, évidemment, au moment de mai 68, lorsque des journalistes se sont révoltés, certains parce qu'ils étaient vraiment courageux, d'autres parce qu'ils rejoignaient, alors qu'ils avaient été assez serviles, le mouvement général. Retour en arrière, deux pas en avant, je ne raconte pas cette chronique en détail. C'est intéressant de se demander pourquoi les choses ont évolué. Dans les années 70, un peu, après la dernière grande charrette, qui est celle de 69, parce qu'il y avait à l'intérieur du parti de la droite, il y avait une opposition entre les giscardiens et les gaullistes, ça a un peu aidé à donner du jeu. Et puis avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 81, on a incontestablement élargi, desserré l'emprise qui était celle des gouvernements avant sur les médias. Et par conséquent, ils ont pu affirmer qu'il leur était plus loisible d'être libre. Ça tenait à des raisons politiques. Les socialistes avaient promis cela et ils étaient un peu dans cette direction, même si dans les premiers mois, il y a eu des espèces de revanches qui ont conduit à une espèce de symétrie inverse d'arrivée d'un certain nombre de journalistes assez partisans. Mais néanmoins, à partir de 82, avec l'instauration symbolique d'une haute autorité de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire ce qu'est aujourd'hui le CSA, c'est-à-dire un organisme qui sert de sas, d'intermédiaire entre le gouvernement et les dirigeants de l'audiovisuel public,
ça a desserré. Je peux dire que moi, j'ai été président pendant 4 ans, je n'aurais pas pu faire ce métier sans cet appui de la haute autorité, qui n'empêchait pas des désirs de revenir en arrière. Je n'entre pas dans cette chronique, mais enfin, il n'empêche que ça a beaucoup desserré, pour des raisons de principe et aussi pour des raisons concrètes, qui étaient le fait qu'apparurent à ce moment-là des radios, pour des raisons purement techniques, des radios multiples, et que du même coup, la diversité des émetteurs faisait que forcément, l'importance centrale de la radio et de la télévision d'État, à peine tempérée par Radio Luxembourg et Europe 1, dans le cas de la France, que cet aspect central était forcément destiné à s'effacer progressivement. Et c'est ainsi qu'on a assisté à une certaine libération des ondes, mais en même temps, comme cela avait été le cas pour la presse écrite, et de façon quelque peu décalée, on a vu surgir l'importance de l'argent privé. 2 moments ont été tout à fait symboliques à cet égard. La création de la 5 que François Mitterrand a autorisée en 1985 et qui a été confiée à Berlusconi, qui n'était pas tout à fait aussi sulfureux qu'il l'a été ensuite, qui néanmoins on pensait qu'il était de gauche du côté de l'Élysée, qui néanmoins qui a acheté la 5 et qui est venu. L'idée de Mitterrand, c'était qu'on risquait de dresser contre lui les autres chaînes après son éventuelle défaite en 86 et qu'il fallait avoir un autre instrument, ce qui était une vision que beaucoup d'hommes politiques peuvent avoir et qui est toujours un peu naïve parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que si vraiment posséder la télévision était essentiel, Giscard d'Estaing n'aurait jamais été battu en 1980. Et d'autres exemples. Et De Gaulle renvoyé dans ses foyers en 69. Mais enfin, on voit arriver l'argent, l'influence. Et le deuxième moment important, évidemment, essentiel, c'est lorsque, sous le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac, la première chaîne de télévision française, TF1, est vendue à un entrepreneur de travaux publics nommé Bouygues, qui la possède encore aujourd'hui. La première chaîne qui apparaissait vraiment comme la propriété de la nation est vendue. C'était très important en soi et c'est très important symboliquement. Vous savez que la vision, forcément, de la télévision et de ce qu'elle devait apporter, informer, éduquer, distraire. La télévision sous De Gaulle avait été politiquement très dominée, mais culturellement très diverse, très ambitieuse. On était jusqu'à donner un soir sur la chaîne unique les Perses d'Eschyle, joués par Jean Prat. Les choses sont très différentes avec TF1 qui réussit à faire croire qu'il offre le mieux-disant culturel, qui va être la chaîne la plus culturelle, et qui ensuite démontre le contraire, puisqu'il y a eu ce mot fameux de son président Lelay, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau des téléspectateurs soit disponible. Fin de citation. Il avait dit ça à une petite revue patronale, sans croire que ce serait repris, mais on reprend toujours tout. Donc, il y a là une question qui est essentielle et qui montre qu'on doit se rappeler que la liberté des médias, c'est aussi et toujours leur diversité. Et c'est pourquoi l'idée de livrer au marché l'ensemble du système audiovisuel apparaît à beaucoup d'entre nous, notamment à gauche, mais pas seulement, comme insupportable, extrêmement périlleux, d'où l'intérêt et la défense du double secteur de l'audiovisuel, pour lesquels toute ma génération n'a pas cessé de se battre. Certains disent, mais pourquoi est-ce que vous attendez qu'on offre autre chose? C'est pas normal que l'État s'occupe d'informations. Mais si, justement, parce qu'elle assure autre chose. Parfois, la différence n'est pas suffisamment claire. Mais je peux dire, vous évoquiez France Culture, qu'assurément, le ressort du profit ne pourvoirait pas à France Culture. Et nous sommes nombreux à penser que ce serait un peu dommage. Donc, l'idée du double secteur, et c'est là que, quand on parle de la liberté des médias, je crois qu'il faut insister beaucoup sur l'idée de la diversité garantie, qui ne l'est pas par le seul marché, avec la main invisible du marché, le renard libre dans le poulailler libre, mais qui doit l'être, c'est en tout cas notre conviction chez nous, par la concomitance de la dynamique du privé et du souci de la différence. Écoutez ma différence, c'était la devise de Radio France, avant que j'arrive, c'est un très beau slogan. Et une autre différence. Et par conséquent l'idée qu'il faut cette double intervention pour proposer autre chose et pour hausser le niveau des cerveaux un peu au-dessus de l'écoute de Coca-Cola.
qu'il y ait vraiment les deux et que la liberté, encore une fois, ça n'est pas la liberté du pouvoir, de l'argent laissé libre à lui-même. C'est une doctrine. Bien sûr, certains le pensent. Encore une fois, c'est la main invisible de Adam Smith autrefois, au XVIIIe siècle. L'État, avec ses grosses pattes, est toujours maladroit. Et on arrive toujours, c'est la pensée réactionnaire qu'a analysé très très bien Albert Eichmann, on arrive toujours à des effets pervers. Premièrement, on n'obtient pas ce qu'on annonce. Deuxièmement, on obtient juste le contraire. Et troisièmement, il y a des effets pervers puisque ça aboutit. Je pourrais développer ça. Ça m'avait été opposé quand, brièvement chargé de la communication au gouvernement, j'avais proposé au président de la République de mettre Arte sur le 5e réseau libéré par la déconfiture de la 5, qui était l'incarnation du privé, comme je le disais tout à l'heure. Mais néanmoins, nous l'y avons mis, je crois que chacun s'en est félicité. Voilà, alors pour terminer ce propos et ne pas abuser de votre très obligeante attention, je voudrais revenir à la question initiale sous l'angle qui me paraît une évidence, c'est que la liberté ne veut pas dire la possibilité de tout dire et que toute démocratie doit s'interroger par rapport à une certaine ébriété du tout est accessible, s'interroger sur les limites à poser, comme l'ont fait les législateurs de 1881. Après tout, la plupart des journalistes acceptent dans certains cas de se taire. Dans le cas d'un enfant enlevé, lorsque la police lui dit « si vous publiez cet enlèvement, vous allez empêcher qu'on retrouve l'enfant », je prends cet exemple, eh bien, ils acceptent un certain temps de ne pas le dire. En tout cas, ils l'acceptaient. Je vais y revenir sur les nouveaux médias, pour finir. C'est la question aussi de l'histoire et de la vérité qui nous concerne, mes chers collègues, directement. Est-ce que les médias ont vocation à dire tout ce qui s'est passé autrefois, que de surcroît Internet permet de connaître mieux, ou est-ce qu'à un moment donné, on a droit à l'oubli? Vous voyez à quel point cette question mériterait une conférence en soi. Le droit à l'oubli. Est-ce que lorsque, à 17 ans, on a été pris une rafle à faire je ne sais quoi, est-ce que quand on a 80 ans, il faut encore qu'on puisse le dire? On a inventé l'amnistie et en même temps l'histoire. L'histoire a besoin de savoir les choses. Il y a eu un procès très intéressant dans les années 60 entre Michel Cotta, la journaliste, et un collaborateur de 40 qui avait été amnistié après avoir été condamné. Elle avait donné son nom dans un livre sur les collaborateurs et le type lui a fait un procès en disant « Vous n'avez pas le droit parce que c'est amnistié et que c'est tout, ça doit être par conséquent oublié, le droit à l'oubli ». Le tribunal a donné raison à l'historienne journaliste en disant qu'il y a des cas où on ne pouvait plus enseigner l'histoire si on était obligé de supprimer, en faisant des petits trous, tout ce qui concernait des gens qui avaient été condamnés et ensuite amnistiés. Et puis, si on réfléchit à la liberté en face de la vie privée, vous voyez à quel point cela est important. Il y a un très très beau livre que vous avez probablement lu de Heinrich Böll, le prix Nobel, qui s'appelait « L'honneur perdu » de Katharina Blum, un livre de 1974 dont Margarita von Trotta et Schlendorf ont tiré des films également remarquables. C'est l'histoire d'une jeune femme dont la vie est très tranquille et qui tombe amoureuse d'un homme dont elle ne sait pas que c'est un criminel, qui est par conséquent pris ensuite par la police. La police est persuadée qu'elle est complice alors qu'elle n'en savait rien. Et sa vie est jetée en pâture par les petits tabloïds allemands. Et sa vie est complètement ruinée et perdue. C'est la question essentielle. Et là, les choses sont différentes aux États-Unis et en France, je pense en Suisse aussi. Il me semble que vous êtes plus proche de nous que nous ne sommes que des États-Unis. C'est-à-dire jusqu'où peut-on et doit-on entrer dans la vie privée. Les choses ont évolué en France, à mon avis, dans le mauvais sens. Je crois qu'il est tout à fait légitime que le comportement financier des hommes publics soit connu, scruté. Est-ce que ce doit être par des commissions qui gardent leur observation tant que les choses se passent bien pour elles, ou est-ce que ce doit être jeté, enfin, publié? Ça, c'est une question qu'on pourrait débattre. Ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je pense que la vie privée doit être préservée, qu'on ne doit pas demander à des acteurs de la démocratie de vivre derrière un verre, que chacun de leurs actes privés soit scruté, parce qu'alors, d'abord, c'est peut-être pour eux intolérable, en plus, ça peut détourner des gens bien de venir dans le forum jouer le rôle de représentant du peuple, et que par conséquent, on risque de laisser précisément une plus grande pourcentage de filous qui s'en accommoderont et qui tricheront. Je livre simplement ça à votre réflexion à propos de la liberté des médias. Jusqu'où sont-ils libres
un jour, Jack Lang m'avait demandé d'aller le représenter à une réunion de ministre de la Culture en Angleterre. Ça l'ennuyait, il était pris. Et je suis allé là et je trouvais que on m'avait dit que le ministre, je n'aurai pas son nom ici, le ministre britannique de la Culture qui présidait était remarquable, présiderait très très bien. Mais je l'ai trouvé préoccupé, pas attentif, pensant à quelque chose d'autre. J'ai compris ensuite dans l'aéroport, dans la gare, quand j'ai vu qu'il y avait des grands tabloïds où on expliquait que l'ami de sa maîtresse avait raconté en détail comment il avait rencontré cette maîtresse, quel type de champagne ils avaient bu ensemble. Et il y avait... ils étaient représentés, habillés de façon qui n'était pas complète. Donc je me suis dit, ça va pas du tout. Enfin, je veux dire, après tout, moi, voilà. Alors évidemment, quand on couche avec une espionne, c'est différent. Il y a toujours une question de limite. Mais tout de même, je livre cette question à votre réflexion, d'autant plus qu'incontestablement, les choses vont dans le sens, aujourd'hui, de plus de transparence et que cela ne doit pas être pris comme un bien forcément en soi. À cet égard, nous ne pouvons pas nier que l'arrivée d'Internet, sur quoi je vais conclure, ait joué un rôle puissant et explique pourquoi les tabloïds allemands ou anglais, maintenant, sont rattrapés sur la toile par un certain nombre de publications incertaines, permanentes, offensantes. C'est tout simplement, mais je ne vais pas traiter ça en détail, la question de la formidable ambivalence d'Internet, merveilleux instrument à tant d'égards pour les chercheurs, lorsque notre génération est incroyablement privilégiée, puisque nous savons ce que nous devons y chercher. On a déjà dans la tête le filet, donc ça va très très vite, c'est magnifique. Mais qui, nous le savons bien, pour les générations qui viennent, pose un certain nombre de questions. Et là encore, je vous assure, je ne suis pas déclinologue, mais qui décliniste comme vous voudrez. Mais je pense que néanmoins, nous sommes affrontés, du point de vue qui nous occupe, la liberté des médias, à des défis inédits et d'une formidable importance, en face desquels il faut trouver des solutions. On les trouvera probablement. Des défis qui sont éclatants aujourd'hui, bien sûr, et qui mettent en cause directement les médias traditionnels. C'est le patron d'El País, le grand journal qui est né de la libération de la démocratie en Espagne, qui disait il y a quelques années, si nous ne nous adaptons pas au changement de l'environnement technologique, nous serons bientôt les derniers habitants d'un Jurassic Park. Les derniers habitants d'un Jurassic Park. C'est-à-dire l'idée que les médias traditionnels, avec la rigueur qui peut être désormais la leur, dans nos démocraties en tout cas, risquent d'être balayés. Les risques, on les voit bien, c'est la multiplicité des émetteurs, beaucoup plus encore que celle que j'évoquais tout à l'heure, y compris les pure players, vous savez, ceux qui sont des sites d'information qui sont uniquement sur la toile, avec beaucoup d'autres, et puis surtout des individus qui viennent renseigner, ou croient renseigner, avec le chancre qu'à mes yeux est l'utilisation du pseudonyme, parce qu'un des fondements d'un média en démocratie, c'est de signer ce qu'on écrit, pour en être responsable au lieu de ceux qui lisent. Alors si on signe Bisounours, Mon Gros Zozo ou Toto Toto, je pense que c'est un vrai péril, et que c'est très difficile de revenir en arrière, mais c'est un vrai péril. Liberté sans contrôle, à cet égard, est dangereuse. Et la vitesse extrême de circulation aussi. La liberté, ça doit être une liberté tempérée par un sens de la réflexion. Le rythme a changé. Et si la liberté est instantanée, si elle est en quelque sorte hagarde, si la vitesse hébète l'intelligence de celui qui nous donne de l'information, s'il n'a pas le temps, par exemple, de faire du contrôle, double source, etc., parce qu'on a toujours peur que l'autre arrive avant, alors c'est un vrai problème. L'affaire de Monica Lewinsky a été typique, parce que Newsweek préparait un article, question de savoir s'il fallait en parler, je ne la relève pas à nouveau. C'était cette jeune stagiaire pour qui Clinton semble avoir eu un peu de tendresse. Vous vous rappelez, Newsweek prépare un article, réfléchi, vérifié, etc. Et un site qui était un peu un site de caniveau, qui s'appelait Drudge Report, on a su qu'il allait le publier, et Newsweek, du coup, a raté sa publication pour ne pas être dépassé, et ça peut avoir des inconvénients quant à la vérification des informations qu'on présentait. Et puis, un dernier aspect est évidemment le fait qu'il y a un chamboulement non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, puisque ce qui était passage lent des journaux dans les bottes de foin à l'époque du XVIIIe siècle est devenu l'instantanéité de la circulation d'Internet. Alors je sais bien que certains pays totalitaires réussissent encore
à peu près à couper les moyens, mais c'est de plus en plus difficile. Et pour le reste, cette circulation-là est à la fois peut-être très précieuse pour la circulation des idées démocratiques, mais elle peut être aussi très pernicieuse pour la circulation des obsessions complotistes ou racistes, dont on sait tous les inconvénients, et qui sont toujours une menace dans toutes les sociétés humaines. Donc toute la question est de savoir si on peut et comment on peut contrôler. Sans revenir à Madame du Barry, dont vos anecdotes sur Madame du Barry ou sur la reine Marie-Antoinette, ce que je vous dis, il y a la moitié qui est vrai, la moitié qui est juste, à vous de savoir. Et là, on retrouve évidemment l'argent. L'argent comme source de liberté est périlleux lorsqu'il vient peser sur la liberté de l'expression. C'est plus les plumes, mais c'est l'équivalent. Liberté, parce qu'on voit bien que c'est toute la question de la gratuité. La gratuité est désormais au centre du sujet que je traite ce soir, cet après-midi. Tout étant gratuit, est-ce qu'on est prêt à payer l'information qui coûte cher? La liberté des médias, elle se paye, c'est pas une liberté comme ça dans l'air. Et si tout est gratuit, regardez l'hésitation du New York Times, par exemple, qui pendant des années, tantôt a donné gratuitement des articles, tantôt les a fait payer. Les Échos font payer, d'autres pas. On voit bien cette hésitation. La gratuité n'existe pas en réalité. Il n'y a pas de gratuité. Donc la question est de savoir, quand il y a de la gratuité, qui paye? Pour l'audiovisuel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est toujours nous qui payons, soit comme consommateurs, soit comme contribuables. Ça ne donne pas le même résultat. De la même façon, pour ce qui est d'Internet, la gratuité est une illusion et par conséquent, il faut réfléchir à ce que sont ces budgets ravagés qui sont ceux désormais des grands journaux d'autorité. Leur question, vous en avez perdu un, je crois, récemment ici. La grande question est de savoir qui, désormais, ils viseront. Est-ce qu'ils continueront à essayer d'avoir... Le Monde, par exemple, se pose la question, se l'est posée, large public comme avant, comme quand j'avais 20 ans et qu'il y avait des piles énormes du Monde qui se vendaient, ou est-ce qu'ils préféreront coûter plus cher au numéro ou à l'abonnement et viser un public plus limité, mais à viser en espérant que ce public pourra acquérir à partir du journal sera diffusé ensuite par l'influence des uns et des autres? C'est une question. Et on retombe plus d'argent, du coup, pour faire des enquêtes, prendre le temps, encore une fois, et affirmer sa différence par rapport à l'instantanéité planétaire de la toile. Et puis, jouer son rôle de critique de ce que l'excessive liberté potentielle des autres peut jeter dans la démocratie de fausseté, de mensonges, de calomnie, de dénonciation. C'est ce que Libération, par exemple, et Le Monde en France s'efforcent de faire avec Désintox ou Décodeur. Ils prennent des nouvelles qui sont sur la toile et ils essaient de voir que c'est vrai ou c'est pas vrai. Je vais essayer de vous le dire. Ça, c'est un rôle qui est celui de la presse écrite, du recul, mise en cause. Est-ce qu'ils pourront le faire? Comment? C'est une liberté majeure qui n'est pas seulement celle des médias, mais qui est aussi, bien sûr, celle des citoyens, consommateurs des médias. C'est pourquoi il me semble que devant ces vertigineuses nouveautés que nous allons avoir à affronter, il faut garder, bien sûr, la raison, un peu de sang-froid, en sachant que ce sera très difficile de continuer, et en même temps indispensable, de continuer à défendre la liberté des médias, mais pas n'importe quelle liberté. Le moyen de l'exercer d'une façon qui soit pas anarchique et qui soit libre de autant que faire se peut des influences de l'argent extérieur, mais en tenant compte du fait que sans prospérité, alors on ne peut rien offrir de sérieux et de solide. C'est ça qui nous conduit au cœur, me semble-t-il, de la question que j'ai eu le privilège de traiter devant vous, à propos de laquelle je n'ai pas la prétention du tout d'apporter des réponses définitives. Si j'avais contribué à ce que tous ensemble, nous puissions mieux discerner les interrogations que ces événements nous portent du point de vue de la liberté de la presse, qui reste centrale en démocratie, mais qui est une notion plus complexe, plus difficile à envisager qu'on ne le croit parfois. Si c'est cela que j'ai pu contribuer à faire, modestement, je m'en réjouirais en attendant que vos réactions, dans les minutes qui nous restent, témoignent de votre propre propos. Je vous remercie de votre très obligeante attention.
Merci beaucoup Jean-Noël Jeannet pour cette magnifique conférence qui pose évidemment beaucoup de problèmes dans le cadre actuel, bien sûr, qui est des résonances, concordances des temps, comme on dit chez vous. Nous avons quelques minutes pour un débat, pour discuter avec l'orateur. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Pour ce qui me concerne, en tout cas, hier, il y avait donc Edwy Plenel qui était au festival. Donc j'ai eu le temps d'échanger un peu avec lui. Et il me disait, actuellement, enfin on parlait justement des rapports entre l'argent et les médias, et il me disait, finalement, en France, en tout cas, actuellement, il y a 2 médias qui fonctionnent bien, qui sont des médias qui n'ont aucun rapport avec l'argent. D'abord eux-mêmes et le Canard. C'est le Canard enchaîné et Mediapart. Mediapart, me disait-il, c'est évidemment, comme vous le savez, un site internet. Il y a d'autres sites informatifs en France, comme Slate, Rue 89 et d'autres encore, qui sont des sites gratuits et ça ne marche pas. Et Mediapart est un site qui, me disait-il, actuellement pas loin de 300, entre 3 et 400, je ne sais plus quel chiffre il m'a donné, c'est moi qui l'ai oublié, mais c'est entre 3 et 400 000 abonnés, ce qui est considérable par rapport à un journal comme Le Monde qui, tous médias confondus, c'est-à-dire la version papier et la version Internet, ne dépasse pas, et j'en étais stupéfait moi-même, ne dépasse pas 220 000 lecteurs quotidiens. Numéro. Au numéro. Oui. Certains peuvent être lus par 2 ou 3. Oui, oui, bien sûr. Soyons optimistes. Soyons optimistes, mais néanmoins c'est intéressant comme réflexion, et ça vient tout à fait en écho avec ce que vous disiez à l'instant. Donc moi, ma question est très simple. Pour faire un bon média, faut-il se débarrasser totalement des influences financières du grand capital? La modestie bien connue d'Edwy Plenel, qui est un élément de son efficacité, je parle par antiphrase, n'a pas tort de marquer que c'est un véritable succès, effectivement. Dans un sillon spécifique, qui est celle du grand dénonciateur, du tribun du peuple, qui est utile, sûrement. Mais on aimerait que d'autres journaux sur la toile, pure player, puissent également être présents, que simplement celui-ci qui est comptable. Effectivement, le Canard enchaîné aussi, dont les journalistes sont bien payés, je crois, et qui n'a pas de publicité. Ça pose une série de questions. D'abord, la possibilité d'exister uniquement sur la toile, en respectant des règles de déontologie. Ensuite, la question des rapports avec la publicité, puisque ces 2 journaux, l'un sur la toile, l'autre papier, et qui d'ailleurs a choisi d'avoir pratiquement pas de site pour le Canard enchaîné, vivent sans publicité. Leur utilité civique me paraît, pour ma part, majeure, incontestablement. Mais je ne suis pas sûr que ce modèle puisse fonctionner dans d'autres secteurs que celui qu'ils ont investi. Par conséquent, je crois que le problème reste entier pour des journaux d'information plus générale et qui ne se donnent pas comme principal axe la satire et l'information du côté du Canard, sur ce qui ne va pas, mais sans prétendre du tout être complet d'aucune sorte. Et dans le cas de Mediapart, mettre la plume dans la plaie, ça fait mal, bien sûr. Mais ce n'est pas l'entièreté d'une démocratie que les choses qui ne vont pas. Si vous souhaitez intervenir. Monsieur, y a-t-il un micro? Oui, c'est journaliste du journal Le Temps. Ah, très bien. Oui, Richard Verly, correspondant à Paris du Temps. J'aurais une question, je vais ramener à l'élection présidentielle actuelle. Est-ce que les médias français qui couvrent l'élection présidentielle, est-ce qu'à votre avis, ils sont libres? Je pourrais reformuler ma question autrement. Est-ce que cette élection présidentielle se déroule dans un climat de liberté propice à je dirais, un déroulement sain, sachant que certains candidats disent qu'ils sont victimes d'un complot en partie médiatique? Je ne vois pas du tout à qui vous faites allusion. Non, soyons clairs. Le complotisme, je l'évoquais en passant tout à l'heure, me paraît un des dévoiements de l'intelligence démocratique les plus patents. Il y a parfois des complots. C'est vrai, il y avait un complot de Napoléon III pour renverser la République, il n'y a pas de raison de lui pardonner. Et il y a d'autres complots qui existent, mais en général, ils sont beaucoup moins nombreux qu'on ne le dit. Je crois vraiment qu'il n'y a pas eu un complot américain pour bombarder le Pentagone, contrairement à ce que certains ont dit. Hein. Alors, non, d'abord, je ne crois pas que les médias soient une puissance
une puissance unifiée qui pourrait faire complot. C'est un peu ce que Jean Jaurès disait de la bourgeoisie, une puissance anarchique et diffuse. Ça s'applique assez bien, me semble-t-il, à la presse, une puissance anarchique et diffuse. C'est un vrai pouvoir, c'est un contre-pouvoir, bien sûr. Alors chacun, suivant ses préférences personnelles, ses réactions, peut penser que les médias mettent trop l'accent sur un aspect ou sur un autre. Mais enfin, franchement, dans ce qui s'est passé depuis quelques semaines en France et qui dépasse, je ne dis pas l'entendement, on y arrive à comprendre, mais qui dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer auparavant, dans la complexité des comportements individuels, entre Stendhal d'un côté, Saint-Simon, le socialiste, et Balzac aussi, naturellement, vous rajouterez les auteurs que vous voudrez. Tout cela, un, pas de complot, deux, c'est vrai que pendant très longtemps, et encore un peu aujourd'hui, on a très peu parlé des programmes. Le principe d'une campagne, c'est qu'on parle plus des programmes. Mais ce n'est pas la faute véritable des programmes ni des citoyens. Il se trouve qu'il a surgi des choses si inattendues, à conséquences si imprévisibles, qu'il est assez naturel, à mes yeux en tout cas, que la presse s'en soit saisie. Il m'arrive d'être critique à l'égard de la presse en France, mais souvent sur tel ou tel point. Mais là, franchement, moi, je n'ai pas à critiquer. C'est naturel que c'est... Et après tout, il s'agit de désigner quelqu'un qui, dans le système politique français, aura quelque importance dans notre vie à venir, collective. Donc on s'intéresse à sa personnalité, à ce que ses comportements peuvent nous dire. C'est vrai de celui auquel vous songez, mais c'est vrai aussi des autres, d'une certaine façon. Et puis, la grande différence par rapport à la Troisième République, c'est que nous les voyons nous-mêmes à la télévision. Ce qui ne veut pas dire, grand sujet de réflexion, monsieur le journaliste, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il faille que les choses se jouent uniquement à la télévision, surtout à la télévision, dans des affrontements spécifiques. Personnellement, ça c'est très personnel, chacun a son point de vue, je ne suis pas favorable à ces joutes de candidats mis côte à côte. Entre les deux tours, c'est un sens, mais c'était fait pour détourner, je crois, ça ne servait pas, autrement dit, la réflexion démocratique sur la réalité, la profondeur des programmes. Mais en même temps, c'était romanesquement intéressant, bien sûr. Donc, je ne sais pas parce que je parle à vous, mais franchement, je n'ai pas de critique majeure à faire à la presse dans les différentes composantes, ni des journaux qui ont mis la plume dans la plaie, hein, ou qui ont découvert des choses, ni dans la presse qui a commenté d'autre part. Parce qu'un journal comme Le Canard enchaîné, par exemple, observait que depuis toujours, il s'est gardé de parler de la vie privée, sauf quand il y a évidemment un rapport, si on imaginait un candidat dont l'épouse serait éventuellement mise en cause, qu'elle soit son épouse, c'est clair, évidemment. Mais même Ulysse l'aurait compris. Mais je parle de l'Antiquité. Mais là, forcément, mais sinon, observez que Le Canard s'est toujours très très bien tenu à cet égard, à résister à cette tendance tabloïdesque dont je m'inquiétais et que je dénonçais tout à l'heure. La France est allée plus dans ce sens, et je le regrette. Je regrette que, prenez le cas de Mazarine, la fille adultérine de François Mitterrand, notre président majeur des années 80-95, qu'il ait pu avoir cette double vie me paraît finalement, je ne juge pas la chose elle-même, mais très bienvenu qu'on n'en ait pas traité dans la presse. Or, il paraît qu'aujourd'hui, ce serait assez difficile, probablement. Je pense que c'est une régression. De même que je pense qu'une bonne institution qui tient compte des patrimoines, qui suivent les patrimoines, ce serait mieux, à mon avis, que de donner à connaître le patrimoine des candidats, mais ça, c'est peut-être parce que je place le curseur à un endroit que tous les citoyens français n'y passeraient pas. Dès 1924, il y a eu un député qui s'appelait Balanant, député de la Bretagne, qui avait proposé qu'on publie c'est pas nouveau, les patrimoines de tous les députés et sénateurs au début, à la fin de leur mandat. Quand j'ai été ministre brièvement, secrétaire d'État, il y avait une commission, on disait ce qu'on avait avant, et en sortant, confidentiellement, c'était à peu près la même chose dans mon cas. Et dans le cas de la plupart. Parce que ce qui est agaçant aussi, ce qui est irritant et dangereux, c'est de revenir à certains défauts de la démocratie athénienne, notamment. C'est-à-dire le doute, et un peu romaine, le doute constant sur la... Il faut surveiller, il faut regarder, et si on fait cette activité magnifique et difficile de représenter le peuple au pouvoir, il est normal qu'on soit davantage scruté. Mais enfin, il ne faut pas être
constamment comme les deux Dupont dans Tintin, derrière, vous savez, la vitre, on les voit là, avec leur squelette et on voit tous deux. Je ne sais pas pourquoi je fais cette comparaison. C'est parce que je suis au bout de ma conférence et que je me permets d'être un peu potache. Est-ce qu'un journaliste peut-il être totalement libre par rapport à son rédacteur en chef, par rapport à ce qu'attendent ses lecteurs? Autrement dit, quand un journaliste intègre un journal, est-ce qu'il n'abandonne pas une partie de sa liberté, de sa subjectivité? Votre propos ramène directement à ce qui sous-tendait tout mon exposé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté absolue de dire n'importe quoi. Encore une fois, il y a des lois qui protègent contre la pédophilie, l'antisémitisme, le racisme, etc. Et c'est bien ainsi. Donc la question est de savoir ce qu'on appelle la liberté, bien sûr. La liberté, au nom de quoi vous seriez tout seul autorisé à dire absolument tout ce qui vous passe par la tête parce que vous avez accès à une colonne. Je ne crois pas que ce soit normal. Je crois qu'en revanche, tout ce qui restreint, qui vous oblige à de la censure à l'égard de choses qui sont bonnes à dire, je crois que c'est le sous-titre de New York Times, « All that's fit to print », tout ce qui mérite d'être imprimé. Si on vous empêche d'exprimer ce qui mérite d'être dit, la question étant évidemment de savoir ce qui mérite d'être dit ou pas. Alors à ce moment-là, il y a une censure qui peut devenir effectivement insupportable. Mais c'est à la fois très difficile, le danger étant que sous prétexte que c'est difficile, on dit c'est tout à fait normal qu'on vous empêche d'écrire des choses. L'autre danger est que vous disiez je suis là et j'ai le droit de dire tout ce qui me passe par la tête. Bon, c'est difficile, ce qu'on appelle la démocratie. Micro, s'il vous plaît. Enfin, je peux m'approcher de vous, mais on n'entendra pas ailleurs. Je reviens un peu au sujet de la présidentielle française. Et, ça vous intéresse, oui? Oui, ça m'intéresse, oui. Vous n'êtes pas le seul, apparemment. Et est-ce que vous avez lu un peu les programmes médiatiques des candidats à propos leurs programmes à propos des journaux? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'éloigne un peu du sujet. Et contrairement à ce qu'ont fait certains de nos candidats, je ne m'exprime jamais à l'étranger sur des choix qui sont les miens en politique intérieure. Mais bien que je sois simplement, je représente que ma pomme. Mais enfin, bon, ce que je dirais en revanche, c'est qu'on a vu quand même émerger un certain nombre d'informations utiles. Par exemple, Le Monde a publié un encart, enfin, un supplément très utile sur les programmes des candidats. Et ça, c'est indispensable. Ça a pris du retard pour des raisons liées à des événements que je ne détaillerai pas, mais que vous connaissez par cœur. Mais maintenant, on s'en occupe, oui, on s'en occupe et ça peut éclairer le point de vue de beaucoup de citoyens. Il y a plus de citoyens qu'on ne croit souvent qui auront le goût, je crois, dans les semaines qui viennent, de regarder ça de près pour se décider. Un des signes, certains s'en inquiètent, moi je m'en réjouis, c'est qu'un bon nombre de Français, d'après les sondages, n'ont pas encore fait leur choix. Mais tant mieux, ça prouve qu'ils vont réfléchir, qu'ils vont écouter, qu'ils vont lire les programmes avant de se décider. Moi je ne vois pas d'inconvénient, je vois plutôt un signe d'une démocratie avancée. On peut en débattre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être inquiétant quand éventuellement quelqu'un qu'on ne souhaite pas venir arriver. Mais j'ai dit que je ne parlais pas de politique, vous voyez de qui je parle. Quelqu'une. Quand je dis « ne souhaite pas », c'est une litote. Peut-être a-t-on atteint l'heure fatidique? Je vois monsieur le professeur, chers collègues et cher Pierre. On va arrêter Je vous remercie à tous d'avoir écouté aussi attentivement monsieur Jean-Noël Jeannet. Je remercie surtout notre orateur.